Descendez, mettez-vous dans les gradins, s'il vous plaît. Venez dans les gradins ou partez. Descendez, s'il vous plaît. Descendez dans les gradins, s'il vous plaît. Restez dans l'arène. Restez là où c'est dangereux, là où vous êtes utile et où vous pouvez envoyer des encouragements à ceux qui ont encore le courage de monter tout tremblant sur ce plateau. Descendez dans les gradins ou fichez le camp. Silence, s'il vous plaît. Arrêtez de tousser. Arrêtez de respirer. Moi, je vous parie que vous ne savez même pas ce que vous faites là. Mademoiselle Anna Belay, qui êtes-vous? Je suis la fille de la servante qui travaille dans la maison du cousin de l'ami de la dictatrice. Qui est partie en vacances parce que... Continue. Et elle a laissé la clé à l'ami du mari de mon oncle qui petit, mon oncle petit, qui est ami, qui a monté une maison de prostitution. Continue. Elles sont mais outrées par autant de toupet. Le toupet qu'elle a. Oui, continue ou tu vas t'asseoir, hein? Non. Parce que... S'il n'y a pas en nous un peu d'enfance, un peu de trésor de l'enfance préservé, s'il n'y a pas un peu de crédulité, d'enchantement, de possibilité d'enthousiasme. Hein. L'enthousiasme, c'est tout sauf bête. C'est être capable d'être envahi par les dieux. Alors, là où je me suis dit, je vais faire du théâtre, au fond, c'est quand j'en ai fait. Parce que bon, j'ai eu la chance de pouvoir aller 1 an à Oxford, apprendre l'anglais. Et là, il y avait un très très bon théâtre universitaire. Bella Magnificissima, cuius redis volucet Skyla Francagala, Ariadna Mnushkin, Theatri Solis Fundatricet et Praesidem, ut admitata honoris causa, ad gradum doctoris in litteris. Doctoris in litteris honoris causa. J'ai commencé à faire du théâtre amateur. Et je me souviens très bien du jour où je suis sortie du Playhouse, un petit théâtre où on répétait. Je suis montée dans l'autobus et je me suis dit, c'est ta vie, voilà, c'est ça ce que je vais faire. Je me souviens encore aujourd'hui de la façon dont mon cœur battait, mais vraiment, c'était un coup de foudre. Je ne savais pas encore d'ailleurs si ce serait en tant que metteur en scène ou en tant que comédienne, mais j'ai très vite compris que ce ne serait pas en tant que comédienne, que je n'étais pas une bonne comédienne. Je pense que ce soir-là, quelque chose a dû me montrer que, voilà, qu'en fait, ce que je cherchais, je pense, depuis ma petite enfance, c'est-à-dire une action sur le monde, une possibilité de transformer le monde, était possible au théâtre. Marianne Mouchkine, c'est pour
Pourquoi avez-vous créé l'association théâtrale des étudiants de Paris? Enfin, je voulais faire du théâtre mon métier. Vous voulez faire du théâtre plus tard? Oui. En tant que quoi? En tant que metteur en scène, c'est vrai. Combien avez-vous de comédiens? Nous sommes, je crois, 42. Et comment les avez-vous choisis? Bien, je les ai choisis par rapport à leur personnage. Enfin, j'ai essayé de trouver des gens qui ressemblaient au personnage qu'ils allaient devoir interpréter. Au point de vue caractère? Oui, au point de vue apparence, au point de vue émanation. Et pourquoi cela? Parce que, voyez-vous, d'abord, ce sont des amateurs, donc ils ont quand même un énorme travail à faire pour atteindre la hauteur de leur personnage. Puis en plus, parce que moi, je n'aime pas beaucoup la composition. Même pour des professionnels, je trouve ça assez odieux. Quelle arrogance! Ce que j'oublie de dire, c'est que moi aussi, j'étais amateur et que donc, moi aussi, j'allais avoir beaucoup de travail. C'est l'ignorance qui s'exprime. Une certaine innocence aussi, je suppose. Si ce que j'espérais se passait, c'est-à-dire des amitiés, un groupe solide qui se forme, à ce moment-là, on pourrait se dire, bon, on crée une troupe, quoi. Ce mot magique de, ça y est, on part ensemble, on monte sur le bateau. Je ne voulais pas appeler ça, comme à l'époque, les troupes s'appelaient compagnie machin chose. Donc, je voulais pas... Donc, on cherchait. Et au bout d'un moment, on cherchait. Alors, on avait mis, bon, la beauté, la vie, la chaleur, la lumière, bon. Et c'est quand même Ariane qui a dit, qu'est-ce qu'on préfère dans la vie? Qu'est-ce qu'il y a de très agréable dans la vie? Et tout le monde a dit, moi j'aime bien le soleil et tout ça. On va s'appeler Théâtre du Soleil. Avec mes amis, on a créé une sorte de royaume qui permet vraiment la chose essentielle dans la vie, c'est-à-dire de chercher la beauté, mais dans la vérité de la vie. Voilà, on va être heureux. Voilà, on va s'amuser, on va être heureux et on va devenir évidemment le plus beau théâtre du monde. C'était évident qu'elle était le metteur en scène, la metteuse en scène. Enfin, c'était évident, je veux dire, qu'elle était l'âme. Enfin, pour moi, ça n'a fait aucun doute. Et à ce moment-là, ça ne faisait aucun doute. Elle proposait. Bon, c'est sûr, il y avait un collectif, c'est évident. Mais oui, bien sûr, évidemment. Les répétitions de la cuisine, il fallait vraiment un metteur en scène pour diriger ça. Je me souviendrai toujours qu'on répétait dans des endroits où on mourait de froid. Donc elle était assise, elle regardait, et puis on jouait les cuisiniers. Les cuisiniers disaient « Non, on sent pas la chaleur, et tout ça. » Et nous, on suait de froid, mais non, on sent pas la chaleur, il faut sentir la chaleur, les fourneaux, les trucs. Et alors, qu'est-ce que t'as? Tu voulais marcher les escalopes, t'es tombé? Eh, qu'est-ce que ça peut te faire pour moi, corps et rouge? Saloperie, va! Con! C'est une journée dans les cuisines d'un grand restaurant, grand pas par la qualité mais par la quantité. Voilà. C'est une sorte de cuisine-usine. Et Wesker, qui l'avait vécu, il faut dire, a fait là-dessus une pièce absolument géniale sur les conditions de travail. Et je dirais, entre guillemets, hyper réaliste, avec ce léger détail qui est, je trouve, moi, le coup de génie de la pièce, qui est qu'il n'y a pas de matière. C'est-à-dire qu'ils passent leur temps à cuire du poisson et préparer des poulets, faire des gâteaux, etc. Et il n'y a que les ustensiles, mais il n'y a évidemment pas ni le poisson, etc. Donc, on avait travaillé énormément la manipulation, une sorte de mime, etc. Et c'était beau parce que c'était ça qui faisait justement la théâtralité. Et donc, bon, ça nous a mis au monde. Certains pensaient qu'on était arrivés. Et moi, je disais, mais non, on démarre. Ça commence. Voilà, ça commence.
c'est bien, c'est formidable, parce que les gens se battent pour avoir des places, c'est formidable, donc on peut être un peu payé. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, il faut qu'on commence à apprendre notre métier. Nous sommes pour ainsi dire la seule troupe non officielle, enfin non, qui existe. C'est que c'est aberrant. C'est-à-dire c'est aberrant de maintenir une troupe permanente. Ce que nous sommes. Alors qu'on a quand même eu la chance d'avoir ce qu'on appelle 2 succès. Donc on pourrait croire que les difficultés financières, nous n'en avons pas pour le moment. Eh bien pas du tout. Une troupe qui ne fait pas du boulevard est condamnée à espérer le succès. Or il n'y a rien de pire. T'as beau te dire, je m'en fiche, ça marchera ou ça marchera pas, mais on essaye, on voit ce que ça donne. Comme tu sais que de ça dépend la survie de tout le monde, ça compte. Nous espérons avoir un des pavillons des Halles. C'est un très grand espace couvert qu'il nous faudra trouver les moyens de fermer, de chauffer. Ce n'est pas... Quelle folie ça! Loin de là, qui est léger, métallique, sans problème de sécurité. La colère qui me vient quand je vois ça. Étrangères qui ont du mal à trouver des théâtres assez grands ou même déjà qui aiment beaucoup ce projet. C'est vital maintenant. C'est vital où on s'en ira. Si vraiment la France devient un pays où ni les musiciens, ni les danseurs, ni les acteurs, ni les metteurs en scène peuvent travailler, on ira ailleurs, dans un pays francophone quelconque, et puis voilà. J'ai vécu la destruction des Halles comme une immense injustice, une connerie. Voilà. Je l'ai vécu comme une vulgaire connerie. Et chaque fois que je leur vois ça, c'est une perte du patrimoine de Paris, bien sûr, mais de la France. C'est des gens qui ont abîmé le patrimoine. Il y avait tout. Ils ont arraché ça, ils ont fait un trou qui est resté un trou, je ne sais combien d'années. Et pour moi, les Halles, c'est l'échantillon de la bêtise et du cynisme politique, du courte-vue. Et en plus, je regardais ça, et je me disais, mais c'est exactement ce que Sarkozy est en train de faire à la France. Ce que Giscard a fait avec les Halles, Sarkozy le fait, mais à l'échelle de la France entière. Le festival va se terminer, on sera avec plus de 23 millions de dettes, sans un lieu, je ne parle même pas d'un lieu de représentation, mais on n'a même pas un lieu pour entreposer les décors, pas un lieu de répétition, je suppose que c'est la même situation pour nous. Puis voilà, et que... Avec la perte de l'espoir d'être une des troupes qui aurait eu accès aux Halles, on a eu un moment de très grande inquiétude, parce qu'on sent bien qu'il nous faut une maison. On est arrivé en août 1970 et c'était un vrai désastre. C'est-à-dire qu'on avait des bâtiments qui étaient sur la droite, complètement délabrés. On était de retour de Milan, où on avait eu un gros succès avec 1789. On cherchait des endroits pour représenter ce spectacle en France, qui avait été conçu sur la base d'un terrain de basketball. Et en fait, on ne trouvait pas. Et je me rappelle qu'on était en réunion en train de décrire un local vide, comme une page blanche. Et en fait, on était en train de décrire l'endroit où on était. Mais évidemment, c'est absolument impraticable. Et on a décidé de faire en sorte qu'on puisse accueillir le public, c'est-à-dire au niveau du confort, puis à celui de la sécurité, évidemment. Où sommes-nous ici exactement? Nous sommes dans une ancienne cartoucherie militaire qui a été abandonnée par l'armée il y a environ 3 ans.
En principe, c'était un lieu qui nous servait aux répétitions, aux constructions de décors. Et étant donné notre situation financière et surtout notre non-lieu, si on peut dire, on a décidé de l'aménager en salle de spectacle, et ce en 3 semaines, parce qu'il est évident qu'on a besoin de jouer le plus vite possible. Ça a été un miracle, c'est pas une chance, ça a été un miracle. Oh, je pense qu'on aurait survécu, mais ça a été un moment où la compagnie avait tellement besoin d'une maison, et on l'a trouvée. Elles sont parties du palais royal. Une d'elles s'est heurtée. La nouvelle est arrivée à Paris. Ce qui nous fallait, bien sûr, c'était des armes. On a commencé par... Que Necker était l'unique homme des consciences du peuple à la cour. 10 ans auparavant, il avait publié un livre où il signalait les débats. On a été piller les magasins d'armuriers, on a forgé des flics. On ne pouvait pas faire grand-chose avec des flics. On a même été au garde-meuble. Mais qu'est-ce qu'on a trouvé au garde-meuble des flics? On apprend que Necker a été renvoyé. Et ça a fait comme... Necker est très populaire. Et Necker, il est populaire parce qu'il y a quelque temps, il a eu le courage de divulguer les dépenses scandaleuses de la cour. Et ça, la cour lui a jamais pardonné. Je propose aux comédiens de monter 1789. En fait, ce que je propose, c'est d'essayer de comprendre ensemble comment l'art théâtral travaille sur une matière comme la Révolution. Et effectivement, le fait que nous allons travailler théâtralement va nous obliger à une réflexion. Mais cette réflexion, elle va passer par le concret du théâtre. Mais il faut bien dire qu'on réfléchit sur la Révolution à une certaine époque. C'est 70, c'est un moment de notre vie théâtrale, c'est aussi un moment de notre vie politique. Baissez-moi un peu. Encore un peu. Est-ce que 1789 est une reconstitution historique? Non, je pense que même au théâtre, il n'y a pas de reconstitution, quelle qu'elle soit. Enfin, je pense qu'il y a une interprétation, il y a un éclaircissement, il y a une image donnée qui est d'ailleurs subjective, enfin, qui est partiale. Je ne pense pas qu'il y a de reconstitution historique. Je crois que alors s'il y a une volonté de reconstitution, il y a un mensonge immédiat. Le 89 a été un grand choc. Déjà, la cuisine avait été un choc, mais le 89, le premier jour de 89, c'est-à-dire le premier jour où nous sommes venus ici quand même, par un froid terrible, on nous avait dit « couvrez-vous bien ». Alors on s'était bien couvert, sauf que moi j'avais oublié qu'il fallait aussi penser aux pieds. Au bout de 2 heures, on était complètement glacés. Mais le choc a été le spectacle, enfin on n'avait jamais vu ce type de spectacle. Le Soleil est devenu un théâtre phare en fait de ce qu'on appelait le jeune théâtre et en ayant un lieu précis, il a acquis une grande visibilité. Je pense qu'il y a aussi des choses qui sont liées au type de théâtre qui se faisait et qui se cherchait surtout, parce que c'est pas qui se faisait, on cherchait, c'était vraiment une troupe qui interrogeait le théâtre, qui était en quête d'un nouveau théâtre. Il y avait des lois, qui étaient des lois éminemment politiques, qui étaient 1. Égalité de salaire, 2. Respect du peu d'argent, parce qu'avant 81, nous avions vraiment des subventions très très petites. Et donc, malgré tout, il y avait une loi, c'était cet argent appartient à la nation, aux contribuables, et donc nous devons le respecter. Et ça, c'est 2 lois qui perdurent encore maintenant. Cet argent, il est pour bien accueillir les gens. Il est pour travailler. Il est pour arriver à l'heure. C'est une autre loi. Coucou, on est en retard déjà. Bien. Bon, une seconde la plonge. Une seconde.
Merci bien. Oui, Marc. Il est là, Marc. Bon. Là, on est bien là, non? On n'est pas bien là? Sinon, qui est sur guacamole. 1, 2, 3, 4. Voilà, on est sur guacamole. Qui est sur caipirinha pour l'installation. Et effectivement, l'espace pour poser le meuble à côté, c'est mieux que de l'avoir tout monté sur le plateau comme vous l'avez fait l'autre fois. Voilà. Dans le gourbi, si vous êtes très dans le gourbi, on peut te mettre dans le gourbi. J'entends rien. D'accord. Personne vient me... Les dieux ont décidé autrement parce qu'il pleut des hallebardes. Le thème de ce petit stage que nous allons faire, de 5 jours, va être le naufrage, l'île déserte. Un bateau plein d'émigrants qui partent vers où? À vous de choisir. Eh bien, n'arrivent pas là où ils pensaient arriver, parce qu'ils font naufrage avant. Ce bateau est chargé de toute la société. Il y a de tout sur ce bateau. Il y a évidemment une troupe de théâtre, des jeunes premiers, des jeunes premières, comme s'il en pleuvait, des brigands, des galériens, des ruinés, des anarchistes, des capitalistes, des industriels, des agriculteurs, des philosophes. Il y a tout. Vous pouvez improviser sur leur départ, qui réussit à monter sur ce bateau, pourquoi, etc. Vous pouvez évidemment improviser le naufrage, l'échouement, et comment est-ce qu'on s'organise sur cette île. Tout le monde peut essayer tous les rôles, tout le monde, les hommes, les femmes, essayent, donc apportent leur écho, apportent leur petite pierre à tous les rôles. On cherche beaucoup, on cherche beaucoup. Il y a une expérience du plateau tout de suite. Il n'y a aucun endroit où se cacher. On est toujours face au vide. Elle nous laisse totalement libre à la fois de faire ce qu'on veut, mais c'est, comment dire, ça demande, oui, ça demande d'être en proposition tout le temps. Ça demande et de se jeter à l'eau aussi, tout le temps. Tu es obligé de te positionner, de dire, voilà, devant, qu'est-ce que je choisis? Tu es obligé de t'avancer un petit peu, de te prononcer personnellement. Et si nous nous déshabillons pour ne pas attraper froid? Voilà. Voilà, sur votre, on dirait un petit dessin de Sampé, hein, 3 bonnes sœurs sur un petit rond dessiné, sans rien à l'horizon, même pas une moule, aucun outil. Continuons le striptease de 3 bonnes sœurs sur une île déserte. Elle est omniprésente et en même temps, on essaie de l'oublier quand on rentre sur scène. Je sais pas comment dire. C'est difficile, hein, mais il faut réussir à garder comme ça son autonomie. C'est la seule chose qu'on puisse lui donner de bien, je trouve. Et elle défait ses cheveux. On connaît une sœur. Hein, là, on la connaît bien quand même. On
on donne naissance en fait à des personnages en travaillant vraiment en profondeur, en faisant venir des personnages, en travaillant avec les autres. On donne vraiment une matière entière. C'est vraiment, on donne une chair. Mais on peut aller, c'est ça on peut aussi aller jusqu'à une vraie transformation. Et ça aussi beaucoup grâce aux autres. C'est ça qui est incroyable, c'est que même si on travaille le même rôle, on ne travaille pas du tout de la même manière. Et à un moment donné, le personnage va devenir une évidence. Donc, mais ça ne se sera pas fait sans l'autre. Et c'est comme ça qu'on avance. Quelqu'un propose quelque chose et ça ne correspond pas du tout alors. Non, c'est pas ça. Alors pourquoi c'est pas ça, on ne le sait pas, peut-être pas encore. Mais on sait que c'est pas ça. Donc, et comme ça, on chemine. Alors, si quelqu'un va plus loin et a rien... Voilà, c'est ça. Alors là, on comprend parce qu'on voit. Quelqu'un qu'il ne faut absolument pas oublier parce qu'il est fondamental, c'est le musicien. Une fois que les comédiens ont leur vision, ils vont le voir. C'est un échange à trois. L'idée vient du plateau, moi je chope l'idée, on envoie ça au metteur en scène. Le metteur en scène trouve que ça ne marche pas, parle au plateau, moi j'entends et hop, je reprends. Il y a quelque chose qui ne marche pas sur scène, le metteur en scène attend, la musique peut proposer. C'est constamment une triangulaire. Tu m'entends ? C'est comme s'il nous portait. Enfin, moi, je me sens portée. C'est-à-dire que je sens comme s'il était au courant de tout ce qui se passe à l'intérieur de moi quand je joue. Et en même temps, c'est révélateur. Il révèle ça au public et il révèle ça à nous, comédiens. Je déteste ce que tu fais comme ça! Jean-Jacques, il donne tout le temps. Il donne selon ce qui est en scène, selon la tonalité de la voix, selon l'état du moment évidemment, selon la scène évidemment, mais c'est presque selon le rythme des battements du cœur de tel acteur, de telle actrice, de la respiration qu'il perçoit dans son dos. Il est très très souvent le fil des fils de ferristes sans fil que nous sommes. Nous faisons des spectacles très très musicaux. C'est vrai on se le dit souvent que on essaye et parfois on a refait s'épouser le théâtre et la musique, époux qu'ils étaient dans l'Antiquité. Et puis je ne sais pas très bien à quel moment ça s'est produit où peu à peu les gens ont décidé que d'un côté il y avait la musique et que de l'autre côté il y avait le verbe et le théâtre. Je pense que l'enchantement, cette entrée comme ça dans ce grenier de l'enfance, je pense qu'effectivement il y a cette joyeuseté qu'il faut réussir malgré la peur, etc. Il faut que le corps sache qu'il est déjà sollicité, qu'on compte sur lui. Il y a un échauffement de l'imagination. Et cet échauffement de l'imagination passe par le corps. Ça, j'en suis certaine. Les rivières, les lacs, les montagnes. Voilà. Il n'y a pas un tout petit tapis là pour eux. Tout petit tapis là. Allez. Allez. Attention. Les merveilles du monde. Les merveilles du monde. Avancez sur le tapis, avancez plus, au bord du tapis, au bord, voilà. À 6h30, les portes ouvrent.
Et donc, tout est prêt pour accueillir le public. Le public a 1 heure pour se calmer. Moi, je dis toujours, les comédiens mettent leur masque et le public enlève le sien. On va raconter une histoire à 600 personnes qui vont la vivre ensemble. C'est une utopie. Quand j'ouvre à la cartoucherie, je tape 3 coups, je tape, pam, 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 sur la porte. Et j'entends « Oh !» hein? Et j'ouvre. Et il y a du monde. C'est pas extraordinaire, ça? Qu'à notre époque, au terminus du château de Vincennes, j'ouvre la porte et il y a du monde. C'est-à-dire les gens font cet effort. Au lieu de rentrer chez eux, ils viennent au théâtre. Madame, vous allez choisir votre place tout de suite. Depuis 1780. Eh bien, heureusement que tout le monde ne fait pas comme vous, parce qu'on serait pas gras. Ah, j'aime bien les gens qui se vantent de ne jamais être venus, c'est extraordinaire. Ça. Madame, vous attendez quelqu'un qui a votre billet. Vous voulez aller voir s'il ne l'a pas laissé à votre nom à la caisse, parce que c'est... Ah, ils arrivent, d'accord. Oui, c'était pour... Vous pouvez ressortir, vous avez numéroté vos places. Oui. Alors, vous êtes libre comme... Ah ben, manger, c'est là. Ah, c'est là. Pour manger, c'est là. C'est vrai que j'ai de quoi me dire, oh là là, pourvu qu'ils aiment ça, pourvu qu'ils soient bien accueillis, pourvu qu'on soit digne, pourvu qu'ils aient envie de revenir, pourvu qu'ils nous aiment. Et j'allais dire, pourvu qu'ils nous aiment comme nous les aimons. C'est vrai que c'est la plus directe héritière, quoi, du mouvement Villard, quoi. Un certain rapport avec le public, une certaine façon de considérer le public, et puis, soyons bassement matérialistes, un prix de place quand même, et puis une façon d'accueillir, et une façon de respecter le public et de faire une politique active en direction du public. On y va alors. Benoît. Bon, merci, monsieur. Merci. Quand on ouvre la porte à un public, on a charge d'âme, à tout point de vue. Et je pense que c'est important que quand le public vient au théâtre, ils reprennent, provisoirement en tout cas, et parfois pour de longs mois ensuite, espoir dans l'humanité, c'est-à-dire espoir dans nos capacités d'hospitalité, de beauté, de tendresse, je sais pas, de
éphémères sont fondés sur des souvenirs des acteurs et de moi. Les comédiens allaient si loin dans leur quête qu'au bout d'un moment, moi aussi, je racontais des histoires de mon enfance et des scènes pas toutes agréables, enfin, et en particulier des conflits entre mon père et ma mère. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que des comédiennes, sur certains de mes récits, les ont pris avec intrépidité et les ont incarnés. Maman, qui va s'occuper du jardin? Tout d'un coup, c'est comme s'il y avait une quête de grands-parents juifs qui avaient été déportés. Donc vous me dites que vos grands-parents ont été déportés? Oui. Mais quand? Comment? Tout ça, je ne sais pas. Elle ne m'a jamais rien dit. Je n'ai jamais rien demandé. Excusez-moi. Mais ne vous excusez pas. Donnez-moi leur nom. Je vais chercher. Alexei et Tatiana Ménourine. J'étais très reconnaissante, je crois. Je crois que j'étais très surprise quand j'ai compris que Delphine faisait ça, quand elle prenait ce petit récit que j'avais fait. Et quand ils ont joué mes grands-parents, tout ça, j'étais très... Je sais pas, j'étais reconnaissante auprès des comédiens de faire ça. Parce qu'au fond, je ne m'attendais pas du tout au début à ce qu'ils fassent. Je pensais qu'ils seraient plus pleins ils ne seraient pleins que de leurs propres histoires. Je ne m'attendais pas du tout à ce que l'enfant Ariane arrive dans cette histoire. Voilà. Stangbian, c'est vraiment un lieu où j'ai été quand j'étais toute petite fille, avant que mes grands-parents soient déportés. Et c'est un lieu que j'ai retrouvé tout à fait par hasard. Je me souvenais d'images que j'avais passées un dernier été ou une petite période de vacances avec mes deux grands-parents en 42 ou 43. Peu d'images, mais très précises. La vase de la plage, la cueillette des couteaux. Ils ont été déportés, vos grands-parents? À quel moment vous avez su qu'ils l'étaient? Oui, parce que je l'ai su très vite, sans tout bien comprendre. D'ailleurs, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, de toute façon, le pourquoi de la chose. Mais quand j'étais petite, je me souviens, ils ont reçu une lettre de Drancy. Mon père a reçu une lettre de Drancy. Et c'est là... Enfin, c'était évidemment la première fois que je voyais mon père pleurer. Et ça a été une des rares fois où je l'ai vu sangloter. Pendant longtemps, vous ne saviez pas pourquoi ils étaient déportés. Je crois que j'avais 17 ans quand un jour, je pense que c'était Philippe de Broca qui dînait chez nous. On parlait de choses et d'autres, et Philippe dit à mon père, mais toi tu es juif. Et j'entends mon père répondre, oui. Et après le dîner, je dis à mon père, mais enfin quand même, tu ne m'en as jamais parlé. Et mon père me dit, bon, c'était pas important. Mais ce qui est extraordinaire quand même, c'est que moi, je m'étais bien gardée de demander. Hein, et donc, je m'étais raconté quoi pour la déportation de mes grands-parents que... Bon, c'est vrai que les étrangers partaient aussi. Voilà, je m'étais dit, c'est parce qu'ils étaient russes. Enfin, ouais. Quand même, Ariane, les gens n'allaient pas à Auschwitz parce qu'ils étaient russes.
dans ce film, le réalisateur John Ford a pris 13 acteurs de la légende. Pour moi, le cinéma, c'était mon père. Mais ce ne sont pas des vrais. Donc on a fait rentrer le cinéma. Ce qui est étrange, c'est que Caroline Piketty, l'archiviste, elle a retrouvé une chose, c'est que mon grand-père aussi avait fait du cinéma en Russie. Ce que moi, mon père ne m'a jamais dit. Boum, badaboum, bam, boum, badababoum, badababoum, bam, bam. Tchaka, tchaka, taka, taka, tchaka, taka, ta. Tchaka, taka, 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 tchaka, taka, ta. Boum, badaboum, bam. Tu vois le temps? 300 figurants, 500 masques, 800 costumes, un budget d'1,5 milliard de centimes. La cartoucherie de Vincennes transformée en annexe d'Hollywood. Un film qui durera 4 heures. Animé par une équipe qui fonctionne en partie en coopérative ouvrière, c'est vraiment une étrange superproduction. J'ai proposé de faire un film sur Molière après l'âge d'or parce que je pense qu'il y avait une grosse crise dans la troupe. Nous traversions je dirais une crise d'adolescence. C'était en 77, donc on avait 13 ans. Bah oui, on avait 13 ans. Donc on était adolescents. Et on était arrogants et méchants comme des adolescents. Et je pense que j'avais envie de dire des choses et que, étant moi-même une adolescente, je n'arrivais pas à les dire sur mon rêve, sur aussi dire à la fois que ce qui était en train de nous arriver faisait partie de la vie d'une troupe et en même temps que ça pouvait aussi faire partie de la mort d'une troupe. Et donc, au fond, j'avais envie, par la troupe de Molière, par son itinéraire d'homme, pas de génie d'ailleurs, hein, mais son itinéraire de comédien, d'auteur, de metteur en scène, de raconter qu'est-ce que c'est qu'une vie de théâtre, qu'est-ce que c'est qu'une vie qui est fondée sur l'art, bien sûr, mais aussi sur l'amitié ou le manque d'amitié, sur l'amour, sur l'argent, sur la lassitude, sur l'égoïsme, l'égocentrisme, la vraie générosité. Les raisons, au fond, étaient intimes. Bon, après, on fait la proposition de faire un film sur Molière. Ça devient forcément autre chose. On sort disons, de cette petite douleur qui donne cette idée, et on rentre dans la vraie aventure et du cinéma et du théâtre. Comment parler du théâtre au cinéma, comment parler d'un homme de théâtre, et puis comment montrer comment cet homme a à la fois appartenu à son siècle, lutté contre son siècle, enrichi son siècle, compris son siècle. Qu'elle arrête! Je pense que le chemin qu'a suivi Ariane Mouchkine est un chemin un peu identique à celui qu'a suivi Molière. Je veux dire que toutes les troupes de théâtre, les bonnes comme les mauvaises, suivent le même chemin, les mêmes difficultés. Et je sais que le Théâtre du Soleil, Ariane Mouchkine et son équipe ont vécu à peu près la troupe de Molière. Et pour finir, Alexandre Mnouchkine, 81 ans, le grand ancien du cinéma français. Dès 1945, il a produit des films innombrables, dont Les Parents terribles, Fanfan la tulipe, L'homme d'Oriot, La balance et Garde à vue. Moi, ce qui m'amuse, c'est de mettre la main à la pâte, ça m'amuse de participer, de connaître tout le monde, de voir comment ça se fait, et puis de donner mes idées aussi. Certaines choses ont été faites parce que j'étais là. Bon, il ne faut pas oublier qu'on vit pendant 6 mois avec les mêmes gens. Il faut que ça soit une équipe soudée, il faut qu'on s'aime, il faut que le jour où le film est terminé, les gens le regrettent. Ça fait partie du succès du film et ça se voit à l'écran, qu'on l'a fait avec amour, qu'on l'a fait avec passion, et qu'il faut que l'équipe soit fière de ce qu'elle fait. Quand il dit qu'il faut que les gens soient heureux sur le tournage, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il réussissait à faire, absolument. Je ne suis pas sûre qu'il me comprenait très bien, mais il m'aimait beaucoup. Et ça n'a pas été un père censurant du tout. Je crois qu'il espérait de moi. Voilà. Même si c'était un homme, ça s'entend. Hein, il n'était pas profondément moderne, mon père, mais
Il n'était pas... Donc, mais voilà, il espérait de moi. Et, alors on s'engueulait beaucoup, parce qu'évidemment, il aurait aimé que je fasse autre chose, enfin comme tous les parents. Mais au fond, dès que je lui prouvais que voilà, que j'avais raison de vouloir faire ceci, comme ça, il m'aidait. Il m'a ouvert le monde, il m'a pas fermé le monde, il m'a ouvert le monde. Ça aurait été beaucoup plus difficile si à un certain moment il n'était pas là, il m'a prêté de l'argent, il a fait son boulot de père. Mnouchkine, il n'y en a pas. Alors je tiens. Et au départ, c'était difficile. C'était difficile de faire admettre ce nom. Quand je me suis fait naturaliser, j'avais 19 ans, juste avant de faire mon service militaire, on m'a proposé de changer de nom. On m'a dit, mais on ne pouvait pas vivre avec un nom pareil. Maintenant, ça va. Mais je dois dire que Ariane, ma fille, m'a beaucoup aidé. C'est une très belle production, ma fille. Je suis très fier. Son exil, au fond, je crois que j'ai mis du temps à comprendre. Parce qu'il était tellement français dans son amour de la France, comme souvent les immigrés, hein, c'est-à-dire... donc il était même, comment dire... il n'était pas vraiment de gauche, mon père, mais pas... Donc on s'engueulait là-dessus. Mais je pense que... Je crois que longtemps, j'ai pas compris quelle douleur, au fond, ça avait été quand même l'exil. Ce n'est que quand moi, j'ai travaillé sur l'exil que j'ai commencé à rapprocher ça de ce que parfois mon père avait pu vivre. L'histoire du soleil est liée au voyage. Chaque spectacle, c'est vraiment un voyage où tout le théâtre, comme un grand bateau avec son équipage, s'embarque et pour aller à la recherche de quelque chose qu'ils ne connaissent pas, vers une nouvelle forme de théâtre et vers une nouvelle connaissance de soi-même aussi. Sans doute qu'un des premiers voyages... c'est les voyages que Ariane Mnouchkine a fait elle-même pour justement vers l'Asie, qui est en fait un voyage d'initiation. L'histoire, ne commence pas par là parce que, mais si, l'histoire commence par là en fait, par ce voyage d'initiation, absolument. Quand elle avait 20 ans, elle a été chercher l'Asie avec une sorte d'instinct inouï, et elle s'en est totalement imprégnée. Et je pense que l'Asie est toujours quelque part, même si il peut y avoir des spectacles qui semblent n'être pas inspirés par ce monde-là, c'est son monde intérieur. C'est son berceau. Mon premier grand voyage, je l'ai fait en 63-64, avant la création du Théâtre du Soleil. Et je suis partie, sac au dos, pendant de longs mois. C'était un voyage dont je rêvais depuis 10 ans, enfin peut-être plus même. Je ne vais pas là où je voulais aller au début, je voulais aller en Chine. Je n'arrive pas à aller en Chine parce qu'on ne me donnait pas mon visa, très bien, je vais ailleurs. Je vais en Inde. Je vais au Japon. Et là, effectivement, au Japon, je redécouvre le théâtre asiatique dont j'avais vu déjà des bribes au Théâtre des Nations, tout simplement. Et même, je pense que je ne sens pas à quel point ça va être mon trésor pour des années, jusqu'à maintenant. Pas seulement jusqu'à maintenant, jusqu'à la prochaine fois. Au fond, je crois que pour moi, tout était métaphore, tout était ritualisation de la vie quotidienne, tout était
gestuelle, tout était théâtre d'une certaine façon. Et je pense qu'au lieu d'aller en Chine, j'ai été en théâtre. Les seules civilisations qui ont gardé cette tradition de théâtre, et ce travail sur le masque, sur le corps, sur le travail de l'acteur, sont soit le Japon, soit l'Inde, soit le Bali. Ça donne une certaine façon de traiter le monde de la chevalerie, de la féodalité. Et puis, si vous voulez, ça nous permet de sortir de ce qui, pour moi, est le grand danger du théâtre occidental, qui est le réalisme. C'est une œuvre, quoi. C'est-à-dire qu'avec des inattendus, il y a à chaque fois quelque chose qui est radicalement nouveau. Il y a bien sûr quelque chose de permanent, que je serais incapable de définir vraiment, mais qui est la signature d'Ariane, c'est-à-dire quelque chose qui se passe entre elle et les comédiens et l'espace, qui est en rapport avec les lois secrètes du théâtre. Quand on s'aventure dans un spectacle, chaque fois, c'est évidemment le grand inconnu, hein. Bien sûr que c'est cette espèce d'enfance extraordinaire que les comédiens entretiennent parce qu'elle est capable de la maintenir et qui font qu'il y a chaque fois ce qu'on appelle vraiment une création, quoi. Il y a un esprit de genèse extraordinaire. Oh, madame. Oh, madame. Aziz. Fagati Kopimundi. Night of the Hunter. Charles Lawton, director. Metro Goldwyn Mayer, 1955. Robert Mitchum, Shelley Winters, Liliane Gish. Il y a une vocation, il y a, je dirais, un horizon politique du théâtre qui n'est pas qui n'est pas démonstratif, mais qui est toujours là. Il y a une continuité éthique, c'est-à-dire que
même si c'est pas du tout calculé, parce que c'est pas pour ça, on peut pas faire du théâtre avec des bons sentiments, pas plus que, etc. Mais qu'il y ait une position éthique, c'est-à-dire qu'il y ait intérieurement une sorte d'attitude spirituelle qui songe à ce que c'est que l'homme, à ce que c'est que l'humain, à ce qu'il est malheureusement, à ce qu'il pourrait être moins malheureusement, etc. Ça, c'est toujours là. Toujours la forme qui est trouvée laisse battre le cœur du contenu. Avoir la possibilité de changer de monde tout en restant dans celui-là, c'est quand même merveilleux. C'est de temps à autre, quand le monde est tout noir, ça redonne, ça ouvre une fenêtre. On se dit on peut toujours s'échapper, voilà. On est en prison, mais il y a toujours un petit peu d'évasion possible. Je pense que le rôle du Théâtre du Soleil, c'est de continuer à montrer le possible, justement. C'est-à-dire à montrer que le théâtre est possible, que l'art est possible, que la fraternité humaine est possible, que c'est possible que des lycéens viennent accompagnés de leurs professeurs, qui sont des héros des temps modernes. Moi, je pense que c'est ça le rôle du Théâtre du Soleil. Le rôle de tous les théâtres, c'est ça. C'est ça. C'est d'une certaine façon, c'est de réenchanter l'histoire, de redonner du désir, de l'espérance, du courage, de l'appétit, de l'esprit. C'est ça notre rôle. Ça aurait été très idiot et très mortifère si ce royaume était resté comme une petite citadelle avec un tout petit pont-levis qu'on lève de temps en temps. Non. Nous nous sommes sentis parfois envahis par des gens qui avaient besoin de notre protection parfois. C'est vrai qu'on a eu un moment où on jouait Tartuffe et il y avait le soir 600 personnes le public, 50 personnes la troupe et 350 sans-papiers qui campaient à la cartoucherie pendant un mois. Moi, on m'a appris depuis toute petite qu'il fallait on devait assistance à personne en danger. Voilà, moi, on m'a appris ça. Alors, je pense qu'ils sont en danger et qu'ils peuvent être abrités ici sans se planquer, sans se barricader. Je n'ai pas abandonné la certitude que j'avais quand j'étais enfant, c'est-à-dire qu'il m'appartiendrait de rendre le monde meilleur. Alors, je pensais ça avec une ferveur absolue, qu'on comptait sur moi pour améliorer le monde. C'est celui du haut qu'il faut monter. Enfin, j'ai l'impression, moi, que notre théâtre, et d'ailleurs pas que notre théâtre, je pense qu'il y a des théâtres, est traversé pas seulement par les échos du monde, mais par le monde. Je pense que c'est sa vocation d'ouvrir ses portes, d'accueillir et d'être accueilli. C'est une autre façon de promener sa roulotte.
On est parti en Afghanistan 1 mois à Kaboul faire un stage. Et là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'à la suite de ce stage, il y a un théâtre, il y a un groupe de théâtre qui est né là-bas, qui s'appelle le Théâtre du Soleil, qui s'appelle le Théâtre Haftar. Ce sont des gens très très doués, qui ont un courage extraordinaire. Tu dois pouvoir te mettre à la place d'une femme ici. Toi qui es un acteur, vous qui êtes un acteur, habillez-vous en femme, mettez un chadri et sortez dans la rue. 1 heure. C'est là, voilà, ça c'est déjà un début de travail d'acteur. Vous auriez honte. Qui va le dire? Si c'est pas vous les artistes, qui va avoir ce courage? Comment tu peux continuer à t'imaginer qu'un pays peut se développer économiquement avec la moitié de sa population tenue à l'écart? Qui va le dire si vous ne le dites pas? Ashley, une élève d'Hélène Sixou, quand elle a vu Sihanouk, a changé de vie. Elle a appris le khmer et elle avait toujours dit un jour je ferai monter Sihanouk. Et tout d'un coup elle me dit je veux le faire. Et donc nous on s'est dit bon alors on y va, on l'aide. Et ils vont monter Sihanouk, oui. Voilà, oui. Oui, voilà. Oui, c'est voilà. La pièce sur Sihanouk est dans votre projet. Je pense que cette pièce peut vous faire comprendre votre histoire, et pas seulement à vous, mais au public qui la verra. Moi, je pense que vous pouvez très bien y arriver et que ça peut être tout à fait splendide, mais que c'est un travail énorme pour plein de raisons dont on parlera peut-être dans les derniers jours. Mais il y a une raison dont je voudrais parler dès aujourd'hui, c'est qu'il y en a parmi vous qui lisent très bien, il y en a qui savent lire, mais qui ne savent pas bien déchiffrer une pièce, et puis il y en a qui ont du mal à lire, tout simplement. Donc moi, c'est ce que j'ai dit à Ashley, j'ai dit que dans les prochains mois, il ne peut pas rester dans ce groupe un jeune homme ou une jeune femme qui ne lise pas parfaitement. Il dit que jouer pour lui ça va, il arrive à jouer, mais dès qu'il y a un texte, dès qu'il y a des paroles en khmer, qu'il n'arrive pas et il pense que c'est trop difficile pour lui, il veut se retirer. Il pense éventuellement se retirer, si jamais. Shamran, tu ne peux pas me répondre ça. Tu ne peux pas me dire non, alors s'il faut apprendre à lire, je me retire. Tu ne peux pas. C'est pas digne de toi. Tu dois apprendre, c'est tout. Tu dois finir d'apprendre à lire. Tu comprends? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas refuser ça. Tu ne peux pas refuser. Ça fait partie de ta route d'homme, d'artiste, de citoyen cambodgien. Tu ne peux pas te laisser faire ça. Tu vois, on ne doit pas te faire ça. Rien ne peut te faire ça. Tu ne mérites pas ça, tu ne mérites pas de ne pas savoir lire. Voilà, tu ne mérites pas de ne pas savoir lire. C'est une arme d'oppression, l'analphabétisme même. C'est une arme d'oppression. Or, un artiste, c'est quelqu'un qui se, tu vois, qui se défend, enfin, qui non seulement se, à la limite, qui subit l'oppression, mais qui l'éclaire.
Le premier soir que je suis arrivée ici, je suis venue voir tout de suite cette fameuse tente, pas tout à fait finie, mais qui était là. Et sur cette place si symbolique, c'était très très émouvant. J'ai regretté que les comédiens ne soient pas encore là pour voir cette chose aussi insolite qu'une tente montée en plein milieu de cette place-là, entre toutes, pour accueillir un théâtre français. C'était comme si enfin nous revenions dans un pays qui est dépositaire d'une culture qui a été si inspirante, si importante pour nous. Voilà. On arrive avec les éphémères, donc un spectacle extrêmement européen. Je dirais pour ne pas dire français, vraiment. Et là, je me disais, bon, quelque chose qui est aussi ancré dans les émotions françaises, dans l'histoire française, dans les réactions, des Chinois, qu'est-ce que ça va leur raconter? Eh bien, ça leur racontait exactement la même chose. Enfin, pareil. Les mêmes larmes, les mêmes... Et il y avait des choses très belles, hein, parce que ils étaient assis devant le chapiteau, sur une longue ligne, je sais pas, 5-6 heures avant. S'il vous plaît, ne faites rien. Vivez tout. Plus le signe sera net, pur, avec une seule ligne, plus ils nous comprendront. Parce que la pureté du signe, ils savent ce que ça veut dire. Maman, qui va s'occuper du jardin? Je crois qu'il n'y connaît rien. Une question, c'est que est-ce que vous êtes d'accord que Ariane Mouchkine égale le Théâtre du Soleil? Est-ce qu'un jour vous n'êtes plus là? Est-ce que le Théâtre du Soleil va continuer? Non, je ne suis pas d'accord. 他不同意，他就是阳光剧团。 Je ne suis pas d'accord parce que je souhaite évidemment que le Théâtre du Soleil continue. 他不同意，因为他当然希望阳光剧团能够继续下去。Et évidemment, là, vous touchez un sujet, je dirais, presque d'actualité. Donc, je dirais, peut-être pas douloureux aussi, d'ailleurs, un petit peu douloureux, en tout cas brûlant. Il est évident qu'à un moment donné, j'ai moins de force. Et je dirais, j'ai moins de force de consolation. C'est pas que j'ai moins de force, c'est pas grave que j'ai moins de force physique, c'est pas grave. Il y a plein de gens au Théâtre du Soleil qui ont plein de force physique, c'est pas ça. En fait, ce qui est important quand on dirige une troupe, c'est d'arriver à se consoler très vite des chagrins. Et au fond, je sens que ce sont mes forces de consolation qui sont moins grandes. Je me console moins vite. Et donc, c'est ça qui va être en jeu, je crois. Elle a construit le bateau et elle navigue depuis longtemps dessus. En tout cas, elle se donne cette naïveté-là d'y croire, je pense. Parce que sans ça, elle ne peut pas créer. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas ne pas faire confiance, elle ne peut pas penser à ces problèmes-là. Parce que ça la fait sortir de son rêve. Donc,
Et c'est pas, en plus, c'est pas un rêve forcé. Enfin, c'est un rêve. Elle a son rêve à elle, mais en même temps, c'est vraiment quelque chose qu'elle essaye de partager, de faire en sorte. Elle croit à la troupe. Je pense que c'est une vraie. Pour elle, c'est important. Elle croit à l'ensemble. Elle croit à la force du groupe. Le groupe, c'est fort et en même temps, des fois, on est perdu dans un groupe. Enfin, il y a quelque chose où ça peut être écrasant aussi. On peut ne plus savoir, nous, qu'est-ce qu'on ferait citoyen, qu'est-ce qu'on ferait comme comédien seul. Enfin, je veux dire, quel serait notre moyen de réagir. C'est pour ça que quand je parle de transmission, c'est quelle est notre autonomie à nous sans Ariane. Il faut passer par des concessions de vie pour pouvoir vraiment travailler comme on travaille ici, en tout cas. Parce qu'on travaille tellement longtemps sur un projet. Mais parce qu'on essaye d'aller... On a le luxe de pouvoir aller très profond, d'aller chercher vraiment loin, de creuser, d'expérimenter, d'explorer. Donc, et ça ne peut pas se faire en demi-mesure. Quand le chemin est lumineux, qu'il n'est pas vaseux ou trop encombré d'obstacles ou terrifiant parfois. Enfin, quand il est gai, joyeux et lumineux, je me rends compte que que je vis une aventure immense parce que c'est une aventure avec vous. Et je voudrais vraiment que vous sachiez que j'oublie jamais ça, au fond. Même dans les moments où il y a aussi de la détestation qui passe. Je n'oublie pas. Je voulais dire aussi que malgré tout, malgré les hauts et les bas, les secousses un peu telluriques qui nous ont un peu affligés parfois, que quand même l'amour du théâtre a tenu, l'affection quand même. L'affection a tenu. Je vous aime beaucoup. Et que je ne concevrais pas d'ailleurs de faire du théâtre sans cet amour. Parce que, au fond, ça ne m'intéresse pas autrement. Ça ne me passionne pas. L'indifférence ne m'intéresse pas. Mais même si ça complique les choses, j'ai besoin d'éprouver pour vous de l'amour et d'espérer que vous en éprouviez souvent, sinon toujours, mais le plus souvent possible, pour moi. Voilà.